Est-ce que la puissance américaine est en train de s'enhardir contre Poutine? En tout cas, Trump donne des signes et c'est très intéressant parce que tous ceux qui disaient Trump est un agent russe, etc., leur thèse est en train un petit peu quand même de branler un peu aux manches, puisque regardez, Trump est en train, c'est ce que Zelensky dit, le président Zelensky se félicite d'un méga accord sur les drones avec l'Ukraine. En clair, les Américains seraient intéressés par ce que vous disiez, c'est-à-dire le fait que l'armée ukrainienne est très aguerrie, notamment en matière de drones. Il faut lire ici ce que dit le président Zelensky, qui se félicite de cet accord gagnant-gagnant, c'est sa formule. Le peuple américain a besoin de cette technologie, ils doivent en avoir dans leur arsenal. Je pense qu'il s'agit vraiment d'un méga accord, d'un accord gagnant-gagnant. Trump est en train de faire un banco. Alors, c'est énorme dans une guerre ça a été décrit ici, qui effectivement, il y a des choses statiques, c'est les tranchées, mais c'est des drones. Et dans une guerre de drones, si effectivement Zelensky arrive à avoir derrière lui la technologie ou le réservoir, le potentiel technologique américain et surtout le potentiel manufacturier américain pour construire des drones, etc., en coopération, alors c'est quelque chose d'énorme, parce qu'on sait que quand les Américains se mettent à construire des armes, ils savent le faire. Ils l'ont montré pendant la Deuxième Guerre mondiale, ils l'ont montré même pendant la guerre du Vietnam. Ils savent construire rapidement des armes extrêmement efficaces. Et donc, si effectivement la logistique américaine se met avec la logistique ukrainienne pour produire des armes, ça peut changer même le cours de la guerre. Est-ce qu'on assiste à un moment où Trump est en train de s'éloigner vraiment de Poutine? Pas seulement en parole, mais en acte. Alors, je pense qu'effectivement, Trump, et il l'a exprimé lui-même, est furieux contre Poutine, parce qu'il se sent quand même extrêmement vexé de ne pas avoir d'influence sur lui, alors qu'il en a sur Netanyahou ou dans d'autres régions. Et il gagne de l'argent au passage. Et il gagne de l'argent. Les États-Unis vont gagner de l'argent. Non, mais bien sûr, donc lui, c'est dans son intérêt. Ça ne veut pas dire qu'il va changer d'avis. Tout ça, on le verra dans 50 jours, moins 4 jours, parce que c'est là qu'il devra prendre une véritable décision. Moi, je pense qu'il continue à espérer qu'il pourra y avoir un accord avec la Russie. En attendant, il laisse quand même Poutine faire absolument ce qu'il veut en Ukraine et poursuivre les frappes. C'est vrai, mais en même temps, on a senti hier, avec ce sénateur qui est intervenu sur l'antenne de LCI, que chez les Républicains au Congrès, il y a une force qui commence à pousser sur Trump, et donc Trump est obligé de le faire. Ça veut dire que ça ne lui fait absolument pas plaisir. On l'a senti aussi chez J.D. Vance, parce que J.D. Vance était contre toute aide à l'Ukraine. Est-ce que vous l'avez entendu parler les derniers temps? Ça fait 2 mois où on n'a pas entendu parler de J.D. Vance sur quoi que ce soit sur à part Sergei, vous avez le frein à main tiré. Rappelez-vous la scène où Trump violentait, pour ainsi dire, Zelensky, là, dans le bureau ovale, où il lui disait « t'as pas les cartes ». C'était en février. Où son journaliste ami lui disait « pourquoi t'es habillé comme ça ?» Là, on est dans un autre monde. Oui, alors, il y a plusieurs raisons à ça. Une, c'est que Zelensky a été d'une habileté extraordinaire pour retourner cette situation où l'on semblait qu'il était perdu. 2, Poutine n'a pas su prendre la main qui lui a été tendue. Et donc 3, Trump est très en colère. Alors, on se pose toutes les questions, tous et toutes, les questions sur ce plateau sur la nature des vraies relations entre Trump et Poutine. Je continue à croire que Poutine tient quelque chose sur Trump, et qu'aujourd'hui, Trump commence à se sentir dans une position de force par rapport à Poutine et finalement se dit je m'en fous de ce qu'il peut avoir sur moi parce qu'il m'a humilié. Et je pense que Trump se sent tiraillé, qu'il a dit il y a 2 jours à la BBC, je n'ai pas fini avec Poutine. Il parle plutôt comme, je sais pas, un époux qui aurait été trahi par son épouse ou vice-versa et qui dit bon, je pardonne, je le pardonne, mais bon, on va pas le pardonner pendant toujours, mais qui tient toujours à lui, qu'il aime toujours, voilà. Mais donc il veut pas le lâcher. Une quatrième raison, si je peux ajouter à Samantha ce que tu dis, c'est que c'est les efforts que même pendant toute cette période des alliés de l'Ukraine européens et notamment du nouveau secrétaire général de l'OTAN, c'est pas par hasard que c'est après ce meeting que ça se déclenchait, parce que derrière il y a plusieurs négociations qui pèsent beaucoup aussi sur Trump, qui sont les prioritaires pour lui. Par exemple, les négociations sur le commerce avec l'Union européenne, y compris commerce d'armes. Et
malgré toutes ces annonces et toutes ces tendances qu'on a observées, les États-Unis va retirer ses hommes, ensuite elle va retirer ses moyens, ses armes stratégiques, etc. Et là maintenant, on voit peut-être que les Européens ont su, avec la Commission, avec le secrétaire général de l'OTAN, avec d'autres, les leaders français et même les leaders UK. Et l'habileté commerciale de Trump. Trump va gagner de l'argent. C'est pareil fou, c'est-à-dire il fait le généreux, mais en réalité, ce sont les Européens qui vont payer. C'est ça, dans l'esprit Trump, évidemment, c'est tout bénef. Oui, bien sûr. Au passage, si on avait été un peu moins con, c'est nous qui aurions investi, pas dès le début de la guerre, dans notre industrie de défense, et c'est nous qui pourrions fournir à l'Ukraine dès maintenant. Les usines auraient été fabriquées, les chaînes de production seraient là. Si on avait simplement anticipé, ce qui était évident, que la guerre serait longue, qu'il fallait faire cet effort. Donc c'est pas maintenant qu'il faut se réveiller, c'était à l'époque. Et là, on serait pour le coup complètement indépendant des États-Unis et on pourrait, ça n'est pas obligé de leur racheter. Et en plus, c'est nous qui le vendrions. Trump ici va gagner 2 fois, sur les patriotes et avec son accord sur les drones. D'abord, il n'y a pas que les patriotes. C'est l'ensemble, apparemment, d'après ce qu'on disait Marc Rutte, c'est plus large que ça. Et puis ensuite, sur cet accord-là, cet accord, il reste très mystérieux, effectivement. Il faudra voir dans le détail. Il y a déjà eu dans le passé des accords possibles qui finalement n'ont pas donné grand-chose. Donc oui, après, mais ces accords, des partenariats industriels, on en a fait aussi. Les Européens l'ont fait aussi avec l'Ukraine. Et effectivement, c'est extrêmement intéressant pour les deux parties de s'associer et en même temps d'apprendre tout un tas de choses des Ukrainiens. Au passage, les Américains, généralement, ils n'apprennent pas grand-chose. Ils ne veulent pas forcément apprendre grand-chose des autres. En revanche, oui, s'il y a des moyens de faire du business, ça, c'est possible. S'il y a moyen de vendre des choses à l'Ukraine, je veux dire autrement, si l'Ukraine devient une affaire rentable pour les Américains, oui, là, il y aura peut-être... C'est beaucoup moqué de la diplomatie transactionnelle de Trump, énormément. On a dit qu'il était nul en économie, etc. Et j'ai lu un article ce matin qui disait, je crois que c'était sur le site de la BBC, qui n'est pas coupable d'être spécialement trumpiste, qui disait quand même que les droits de douane avaient été multipliés par 4 aux États-Unis, sans qu'aucun pays n'ait pris le moindre représailles, y compris la Chine. Le commerce n'a pas diminué, simplement, il a beaucoup plus d'argent dans ses caisses, parce que les Chinois n'ont en fait pas pris de mesures de rétorsion. Et la bourse se porte bien. Donc je pense qu'on s'est un tout petit peu précipité pour dire que Trump était vraiment archi nul, quoi. Samantha, Samantha vous fusille littéralement du regard. Si vous voyez le regard de Samantha, elle est... On va voir le niveau d'inflation, on va voir l'endettement. Disons, sur l'aspect en tout cas ukrainien, est-ce que là, Trump, alors tant mieux, les Ukrainiens seront gagnants, tant mieux pour eux, et Trump va être gagnant financièrement? Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de fuite de technologie ukrainienne vers les Russes depuis les États-Unis, c'est tout. Et franchement, je dis ça un peu avec un sourire aux lèvres, mais je dis ça aussi sérieusement, parce qu'il y a un véritable problème dans ce domaine-là. Mais si tout se passe bien, tout le monde sera gagnant-gagnant. Et puis... par contre, il faudrait peut-être qu'en Europe aussi, on essaie de trouver un moyen de s'approprier cette technologie des drones ukrainiens aussi. En fait, Renault va construire des drones en Ukraine et donc on va profiter aussi de cette techno. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas mentionné depuis 2 jours, c'est qu'en Ukraine, il y a actuellement le changement du cabinet de ministres. Oui. Il y a la nouvelle Premier ministre qui a été adoptée aujourd'hui par la Rada, et c'est précisément Yulia Sviridenko, la 2e femme dans l'histoire de l'Ukraine, c'était toujours Yulia, mais c'est cette Yulia Sviridenko qui, au rang de vice-premier ministre, est allée aux États-Unis négocier le fameux accord avec Trump, sur les minerais. Et c'est elle qui est devenue le Premier ministre actuel, et son prédécesseur Shmyhal est devenu le ministre de la Défense. Donc il faudra aussi regarder, est-ce que ce changement de cabinet soudain, qui arrive à ce moment précis, signifie quelque chose? Alors il y a des problèmes internes en Ukraine, liés aussi à Yermak, qui est très critiqué, mais qui est le bras droit de Zelensky, et qui essaie d'avoir des hommes à sa main. Et il y a quand même quelques petits problèmes. Ou la femme à sa main. Ce soir, il y a une antipathie montante entre Moscou et Washington, très visiblement. Et en particulier, cette question des drones est en train de l'accréditer. Regardez, écoutez ce que dit Zakharova, la porte-parole des affaires étrangères russes.
Il est évident que le régime de Kiev perçoit systématiquement ces décisions de l'Occident collectif comme un signal de poursuite du massacre, comme un rejet des aspirations pacifiques et du processus de négociation. Le soutien supplémentaire en armes promis au régime de Kiev pourrait provoquer une escalade de l'activité terroriste criminelle dont nous avons beaucoup parlé aujourd'hui, en expliquant comment les armes fournies par l'Occident s'échappent du territoire de l'Ukraine. Elle a parlé de massacre. Le massacre, hein. C'est quand même le cynisme absolu. Selon elle, c'est l'Ukraine qui organise et l'Occident qui organise les massacres en Russie. Hein. Et l'Occident collectif revient. Oui, c'est le terme Occident collectif revient. L'élection de Trump, il ne l'employait plus puisque ça vise les Européens et aux ordres des Américains. C'est la seule nouveauté du discours, en fait. Mais il y a quelques jours, Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, commentait les décisions de Trump comme étant en fait Trump qui avait été manipulé par les Européens qui, eux, sont totalement obnubilés et hypnotisés par les Ukrainiens. Et donc c'était pauvre Trump qui avait été contraint contre sa volonté par ces méchants Européens qui n'ont qu'une envie, c'est de faire la guerre à la Russie, à concéder qu'il fallait peut-être armer l'Ukraine. Et donc là, c'est vrai qu'on voit un changement de ton. Je note aussi quand même la garde-robe de Maria Zakharova qui, depuis quelques semaines, elle s'habille en col Mao, exactement comme Solovyov. Donc on dirait qu'il y a une militarisation même de la garde-robe de Maria Zakharova. Mais toute la question, en fait, Samantha, toute la question aujourd'hui, parce que si effectivement les Américains entrent à fond dans la danse, la Russie peut pas tenir face aux États-Unis, parce que la Russie c'est pas l'Union soviétique. Hein. La Russie peut pas tenir face face aux Américains et aux Européens. Enfin, seul avec la Chine derrière. La Corée du Nord et la Corée du Nord et l'Iran. Alors toute la question est de savoir, effectivement, si la Chine va aller full speed, à fond, à pleine vapeur, comme on dit en français, dans cette guerre pour soutenir la Russie. On pourrait demander d'ailleurs à l'ancienne ambassadrice en Chine ce qu'elle en pense. Non, moi je pense que, et d'ailleurs ça a été dit par le ministre des Affaires étrangères russe quand il est passé en Europe, qui ne souhaitait pas la défaite de la Russie. Chinois, oui, pardon. Ça a été mal interprété en disant on n'acceptera pas, mais c'est pas de cela qu'il s'agit. Donc c'est leur partenaire principal, ils ont un ennemi commun, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. De là à intervenir militairement auprès de la Russie, je ne pense pas, parce que la grande priorité des Chinois, c'est quand même le commerce mondial. Et donc, ils ne vont pas perdre. Alors oui, il y a des détournements via les matériaux duals qui sont fournis à la Russie et qui aident à l'effort de guerre, mais qui ne sont pas illégaux en tant que tels, puisque c'est des matériaux... Est-ce qu'ils vont se soumettre aux sanctions secondaires ? Alors là, c'est un vrai problème. C'est-à-dire ce que propose effectivement le Sénat américain est totalement inacceptable pour la Chine, l'Inde et le Brésil. Ils parlaient, eux, de 500%, même si Donald Trump l'a baissé à 100%, mais ça reste difficilement acceptable. Et on sait que la Chine a des moyens de rétorsion qu'elle a utilisés, en particulier en arrêtant la fourniture de certaines terres rares aux États-Unis. Quels sont les moyens militaires si vraiment Trump veut faire sentir le fer aux Russes? On ne parle pas de guerre nucléaire, mais notamment concernant la flotte fantôme des Russes, etc. Qu'est-ce qu'il peut faire? Non, mais le mieux qu'il peut faire, c'est fournir de l'aide aux Ukrainiens, tout simplement. Hein. C'est fournir de l'aide militaire aux Ukrainiens. Ça, c'est ce qui est en train de se dessiner. Mais on verra. Pour l'instant, il y a quand même plutôt un passif. Il faut quand même rappeler que c'est quand même lui, alors qu'il était candidat, qui a poussé à bloquer pendant des mois et des mois l'aide américaine en Ukraine. Et ça a fait beaucoup de mal aux Ukrainiens. C'est lui qui a coupé aussi, quand il était président, cette aide momentanément. Mais donc, globalement, il y a plutôt un passif de ce côté-là. Donc, on verra s'il change véritablement d'attitude. Si à nouveau, vous aurez des équipements américains qui vont arriver en masse en Ukraine, ce qui là, pour le coup, changerait effectivement complètement la donne stratégique, mais on n'en est pas là. Après, pour le reste, c'est tout le jeu des sanctions possibles contre la Russie, sanctions primaires, sanctions secondaires. Il faut quand même rappeler aussi qu'il a levé des sanctions quand même contre la Russie, au contraire, des sanctions contre des banques russes. Donc pour l'instant, on n'est pas du tout. Contre l'entreprise qui exporte les armes.
Rosoboronexport. Il a aussi levé les sanctions contre l'entreprise russe qui exporte. Donc carrément, je suis vraiment d'accord avec ce que vous dites, parce que il y a une chose, c'est de dire, et l'autre chose de faire. Pour l'instant, on voit que les mots, ils sont au contraire des actes. Et ensuite, ce sont les partenaires de l'OTAN, donc j'imagine qu'il exclut lui-même, qui sont appelés à payer. Et après, avec les sanctions, c'est très simple. Il suffit juste de les enforcer, les sanctions. Pour l'instant, les sanctions, pour la plupart, restent juste sur le papier. Il n'y a pas de moyen de les enforcer. On ne sait pas comment, on n'a pas suffisamment de photos, on ne sait pas. Est-ce qu'il est vrai, par exemple, que la France importe encore des produits pétroliers de Russie, à l'heure où nous parlons? Du gaz naturel. Encore aujourd'hui? Oui, encore aujourd'hui. Non, les sanctions, attendez, les sanctions sur le système bancaire sont drastiques, complètement appliquées. Il n'y a pas une banque qui oserait même, soit américaine, soit européenne, détourner, mais comme ça, parce qu'elle peut être juste interdite d'exercice. Façon de les contourner. Les Chinois le font tous les jours. Oui. Mais il faut. Ils utilisent le non, mais les Chinois. Non, ça dépend. Parce que, alors, il y a un système. L'Amérique et les sanctions américaines et les sanctions européennes s'appliquent aux Américains, aux Européens. Il n'y a pas de sanctions de l'ONU, donc effectivement, ça ne s'applique pas, aux Chinois. Les seuls deux acteurs qui pèsent, ce sont les Européens et les Américains. Et le problème avec les sanctions, c'est qu'aujourd'hui, ils ne sont pas vraiment enforcés. Ils ne sont vraiment pas du tout implémentés jusqu'à là où ils doivent être implémentés. Et les justifications sont nombreuses, mais la plus importante raison, c'est que l'Europe continue à importer le pétrole russe et le gaz russe actuellement. Et de l'uranium. Oui, mais ils ne sont pas sous sanction, c'est l'uranium. Non, ce n'est pas sous sanction. Il y a une raison. Elles ne sont pas sous sanction. Oui, et par exemple, les États-Unis sont en train d'augmenter leur importation d'uranium à enrichir, donc non enrichi russe. Et en effet, ce Rosoboronexport, qui a une branche bancaire, a été désanctionné pour justement pouvoir faciliter le commerce de l'uranium. Vous parliez tout à l'heure du fait que les deux armées russes et ukrainiennes sont très aguerries, et notamment que, hélas, à l'ouest, on n'est pas toujours aussi près, et notamment en matière de drones. Regardez cette séquence très impressionnante qui l'illustre. On est côté ukrainien et on voit à quel point une offensive de drones, mais ça vaut de côté comme de l'autre, peut semer le désordre. Daikon est en vie. Daikon est en vie. Il est en vie. Prenez-le. Surveillez le ciel et apprêtez-vous à tirer. Allez. Vers le ciel. Pointez vos armes vers le ciel. Pas le temps. Installez-le comme vous le pouvez. On est prêt. On bouge maintenant. Colonel Goya, vous qui avez été sur tellement de théâtres d'opérations, ce genre de scène, vous n'aviez pas vu, pas avec drone. Non, bien sûr, c'est ça qui change complètement la donne des combats. Moi, je pense que je suis un bon combattant d'infanterie, je connais bien le métier. Là, je pense que j'aurais tout à réapprendre en réalité. Non, il faut bien comprendre que, on voit bien les images, la ligne de front, c'est quoi? C'est une zone relativement vide, avec des gens qui sont planqués partout, par petites équipes, et au-dessus sur des kilomètres et des kilomètres, 10 kilomètres de part et d'autre, vous avez des drones, vous avez des snipers dans le ciel, des choses qui observent et qui frappent tout ce qui bouge. Et donc là, il faut évoluer dans cet environnement. Et on voit toute la difficulté. Là, on voit bien qu'ils y vont en véhicule très vite. Il faut qu'ils s'arrêtent pas très longtemps, que très vite ils doivent récupérer le blessé. Vous entendez les mots « faites attention au ciel, prêt à tirer en permanence ». Et c'est ça l'ambiance, c'est en permanence surveillé, frappé par des drones. Et ça change complètement les donnes. Les assauts, on dit voilà, il y a des centaines d'attaques russes tous les jours le long du front. Mais une attaque russe, c'est quoi? C'est quelques dizaines de fantassins qui essaient d'avancer dans cette ambiance, qui essaient de s'adapter au terrain, qui essaient de prendre un petit peu de terrain. Ils se font flinguer. Il y a des statistiques. 8%, si vous baladez à découvert dans un terrain comme ça, vous avez 8% de chances de finir la journée vivant. Voilà, et donc ça change complètement. Pas beaucoup, ça fait peu. Enfin, pas touché, disons. Vivant, voilà, vous savez, si vous êtes en véhicule blindé, vous avez une chance sur 3 de survivre dans cet environnement. Et c'est pour ça aussi que les choses sont aussi lentes, sont aussi difficiles, sont aussi meurtrières. C'est notre forme de combat, voilà, qui change complètement de tout ce qu'on a pu connaître et qui en réalité n'a pas beaucoup évolué depuis la Seconde Guerre mondiale.